Mon super-héros favori Spider-Man est de retour en salle et dans un film pas des moindres puisque le film Across the Spider-Verse est sorti il y a maintenant quelques jours et il est déjà encensé par la critique. Forcément, je me mets aux couleurs du rôdeur ici et je vais vous partager plus de 20 références et easter eggs qui sont présentes dans le film, que ce soit par rapport à Spider-Man, ses personnages ou même de l'univers Marvel en général. Pour concevoir cette vidéo, je me suis notamment aidé de ma mémoire. Quand elle était défaillante, je vous ai même demandé sur Twitter, je vous remercie pour ceux qui m'ont aidé parce que par moments, c'est vrai qu'il y a tellement de choses que bon, tu cherches un petit peu et tu confonds. Mais aussi des chaînes Heavy Spoiler ou encore Screen Crush. Bref, une vidéo qui j'espère vous plaira. Certaines références, j'en suis sûr, vous les avez. D'autres, j'espère vous surprendre comme moi j'ai été surpris. Donc installez-vous confortablement, mesdames et messieurs Nudos, pour reparler encore une fois de Spider-Man Across the Spider-Verse. Et je pense que ça sera pas la dernière. C'est parti. Commençons du coup par les basiques, les easter eggs que vous avez probablement vus, c'est-à-dire déjà le même des 3 Spider-Man, repris forcément des comics, mais aussi surtout de Spider-Man No Way Home en référence directe, une référence qui était déjà là dans la bande-annonce, qui fait plutôt plaisir à redécouvrir dans le film. On a aussi tout un easter egg à la scène de Mary Jane iconique du premier film Spider-Man de Sam Raimi, où Miles pose à l'envers de manière totalement invisible devant une Gwen Stacy qui est prête à changer d'univers. Lorsque la tâche est introduite dans le début du film et qu'il essaie de voler des billets dans un distributeur automatique, on remarque que le visage sur le billet est tout simplement le visage d'Alan Hawkins, qui est le superviseur de l'animation du premier film ainsi que de celui-ci. Une belle petite référence pour celui qui aura entre autres participé à oscariser le premier film en 2019 qui a détenu l'Oscar du meilleur film d'animation. Toujours concernant la tâche, au moment où Gwen est dans son appartement pour essayer de découvrir un petit peu ce qui s'est passé et qu'on découvre la tâche en train de trafiquer science et physique pour augmenter ses pouvoirs, il dit tout simplement le pouvoir du multivers est dans la paume de ma main, en référence directe évidemment à Dr Octopus dans Spider-Man 2 de Sam Raimi, mais aussi une référence reprise dans Spider-Man No Way Home. D'ailleurs pour ça je vous remercie sur Twitter parce que j'avais un petit doute et vous m'avez aiguillé directement. Et vous vous en doutez, c'est loin d'être la seule référence à l'univers de Raimi, comme par exemple avec Gwen Stacy au début du film qui, alors qu'elle regarde son reflet, va voir sa double identité apparaître dans celui-ci, de la même manière que dans la promotion du film Spider-Man 3 où Tobey aperçoit son costume noir symbiotique. Et alors que Miguel O'Hara présente le multivers à Miles et que Miles est totalement en train de déprimer parce qu'on lui dit tout simplement que sa vie est une erreur, on aperçoit Tobey Maguire ainsi que l'oncle Ben dans le premier film de Sam Raimi dans une des bulles qui s'ouvre derrière. Et bien entendu on remarquera aussi le petit caméo slash slashback slash référence slash easter egg à l'univers Amazing Spider-Man d'Andrew Garfield lorsque le capitaine Stacy meurt et qu'Andrew Garfield le voit mourir tout bonnement. Donc bon, concernant l'apparition d'Andrew et Tobey dans le film, c'était intelligent, c'était bien fait, même si pas très surprenant puisqu'on se doutait que des références y seraient cachées. Non, moi ce qui m'a beaucoup fait plus triper dans ce film, c'est notamment les autres refs, avec celle-ci, Donald Glover, qui apparaît dans le film. Donald Glover qui jouait déjà Aaron Davis, l'oncle de Miles dans Spider-Man Homecoming, qui est de retour ici venant d'un autre univers, peut-être celui d'Homecoming qui sait, enfermé alors dans une cage en costume de rôdeur. Sachant que Donald Glover, à l'époque de The Amazing Spider-Man, était pas mal demandé par les fans pour interpréter notamment un Peter Parker ou un Miles Morales, chose qui ne s'est pas passée, même s'il a fini par jouer le Miles Morales de Ultimate Spider-Man en 2014. Et donc là, il y a plein de théories qui sont possibles. Est-ce que son costume, par exemple, il le tire de la technologie chitorienne qui est donc exploitée par le vautour dans Homecoming? Est-ce que c'est le même Aaron Davis que dans Spider-Man Homecoming ou est-ce que c'en a un autre? Est-ce qu'on reverrait Donald Glover en rôdeur en tant que méchant principal plus qu'en easter egg en tout cas? Me concernant, vous le savez, tout est possible, même si pour l'instant j'en doute puisque nous avons eu l'énorme nouvelle incroyable que Donald Glover prochainement dans l'univers Sony slash Marvel produirait mais aussi interpréterait le Hypno Hustler, un méchant totalement anecdotique de Spider-Man dont Sony a décidé qu'il fallait absolument concevoir un film live action autour. Et étant donné que Donald Glover incarne le rôle principal, ça ferait peut-être assez bizarre de le voir dans 2 rôles en même temps dans plus ou moins le même univers, même si évidemment qui dit multivers
dit aussi que tout est permis et qu'on pourrait se retrouver avec un même acteur pour 2 rôles différents. Quoi qu'il en soit, suite ou pas, cet easter egg incroyable, personne n'était prêt. D'ailleurs, je mets pause dans la vidéo et n'hésitez pas à me dire en commentaire quel a été votre easter egg préféré, celui qui vous a peut-être le plus surpris, ou encore un easter egg potentiel que je n'ai pas mis dans cette vidéo parce que il y en a beaucoup. Une chose que j'ai adoré aussi, c'est que lorsque l'on rentre dans la chambre de Ganke, on remarque qu'il est tout simplement en train de jouer à Marvel Spider-Man. Alors j'ai cru lors de mon premier visionnage qu'il s'agissait du premier jeu, mais quand on zoome un petit peu, même si c'est très flou, on remarque potentiellement qu'il y a des bras mécaniques accrochés donc au Spider-Man de Peter Parker dans le jeu, ce qui fait référence au premier teaser qui avait été montré de Marvel Spider-Man 2, ce qui reste plutôt logique puisque les bras mécaniques ont été la première nouvelle fonctionnalité qui nous ont été teasées dans ce jeu, donc nous mettre peut-être une nouvelle compétence symbiotique que l'on aurait découvert au travers ce film, ça aurait été peut-être un petit peu du spoil. Toujours concernant Ganke, il dit à Miles qu'il n'est pas le geek dans sa chaise et qu'il ne faut pas qu'il prenne l'habitude de demander son aide pour ses spider jobs, ce qui est en référence pour faire confrontation directe avec ce qu'est Ganke dans les comics, mais aussi dans Marvel Spider-Man Miles Morales, c'est-à-dire le geek en fauteuil pour aider Miles Morales. Et c'est aussi forcément un petit clin d'œil direct à Ned dans la MCU, qui est lui évidemment le geek en chaise. Toujours concernant Ned / Ganke, on remarque que dans la réalité de Gwen Stacy, Peter se fait harceler par un certain Ned, qui dans les comics est un journaliste ennemi de Peter qui finit par devenir le super bouffon, Ned étant le meilleur ami de Peter dans l'univers du MCU, et dont on avait aussi pas mal théorisé avant l'arrivée de No Way Home en salle pour dire qu'il jouerait potentiellement le super bouffon dans ce 3e film de l'homme araignée chez Marvel. On nous a raconté des bêtises, il n'y a pas que la mort de l'oncle Ben, il y a aussi le fait que tous les Peter se font harceler à l'école, bordel. Un jour on va tomber sur un Peter qui va se mettre à la boxe, ils vont rien comprendre. Puisqu'on parle de l'univers de Gwen, elle se fait surprendre par le capitaine Stacy au moment où elle combat Peter Parker qui s'était transformé en lézard pour être aussi spécial qu'elle, ce qui fait que le capitaine Stacy croit que Spider-Gwen est tout simplement une criminelle, de la même manière que d'ailleurs dans le premier film, où le futur capitaine de la police voit Miles allongé sur le corps d'Aaron Davis avant d'appeler des renforts pour chasser Spidey. Quand Gwen d'ailleurs arrive dans l'univers de Miles et qu'elle feuillette un petit peu son journal intime, on remarque que certains ennemis qui ont été combattus par Miles entre les 2 films, notamment Frogsman, qui est un personnage présent dans la série incroyable masterclass She-Hulk. D'ailleurs, juste avant qu'elle arrive, Miles écoute sa meilleure musique dans son casque sur son lit, et là, ça fait directement référence à une scène du film American Beauty. Petit truc aussi concernant Spider-Punk, je sais pas ce que vous en avez pensé de ce personnage, mais il est tout bonnement incroyable, vraiment, il rajoute une plus-value de ouf. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que son nom, c'est Hobie Brown, et que Hobie Brown, dans les comics, c'est le nom du premier rôdeur, le rôdeur original. Au moment où je tourne, il est presque midi, ce qui fait que j'ai absolument la dalle, et ça tombe bien parce qu'on va parler de ce fameux bagel là, le temps d'une référence, puisque vous le savez, le bagel a donc été jeté sur la tâche lors du premier film, ce qui maintenant va nous faire revoir le premier film d'un autre œil déjà, mais ce qui est en plus une référence là aussi à Everything Everywhere All at Once, que j'ai dit en un seul coup, c'est incroyable. Film oscarisé il y a tout juste quelques mois, parlant aussi de multivers et s'articulant là aussi autour d'un bagel. What is that? I got bored one day and I put everything on a bagel. On remarque aussi dans une des toiles ouvertes par Miguel O'Hara lors de l'explication du multivers qu'il y a plein de références cachées, avec notamment pas mal de transformations de Venom dans plusieurs univers différents, plusieurs dimensions, la morsure originale de Peter dans les comics, Peter qui va s'élever en soulevant des gravats mais de manière incroyable, une référence qui est là aussi présente dans Spider-Man Homecoming mais aussi dans Marvel Spider-Man 1, avec la musique en fait. Tu vois, John Watts, c'était pas compliqué. Et c'était pas tout, puisqu'on a forcément une référence directe à Spider-Man No Way Home, qu'on a tous entendu dans la bande-annonce et qui avait même fuité des semaines avant. Miguel O'Hara parle de Doctor Strange et dit en VO « Don't me started on Doctor Strange and that little nerdback on... » Oh putain, non, je vais pas la faire en anglais, celle-ci. Bref, en gros, il dit « Commence pas à me saouler avec le petit nerd et Doctor Strange de l'univers 199999. Je crois que c'est à peu près ça. Et d'ailleurs, c'est assez bizarre puisque dans Doctor Strange 2, Christine Palmer nous disait que le MCU c'était la Terre 616. Chose qu'avant on ne comprenait pas non plus puisqu'on nous a toujours dit que le MCU était présent sur la Terre 199999. Si j'oublie un 9 ou que je remets un 9, les gars, excusez-moi, hein, voilà, vous avez compris. Alors j'ai pas vraiment d'explication, est-ce que Christine Palmer a son propre système de comptage, que se passe-t-il, quoi qu'il en soit, ce qui est certain, c'est que le MCU c'est la Terre 199999, puisque l'univers 616, c'est l'univers des comics. Donc on va dire que Christine Palmer a glissé, pour l'instant, en attendant les explications de Sony.
voilà, Sony, explication, choses qui d'habitude vont pas vraiment ensemble quoi. Quoique en parlant d'explication, Spider-Man Across the Spider-Verse a quand même réparé une énorme boulette de Morbius, faut quand même en parler 2 secondes de ça, puisque dans sa scène post-crédit, on découvre que le vautour, qui était là tranquillement en cellule dans l'univers de Tom Holland, eh bien se retrouve totalement téléporté dans l'univers de Morbius. Sauf que ça n'a aucun sens puisque le sort de Doctor Strange dans No Way Home n'a eu que pour répercussion à notre connaissance de remettre les personnages qui n'étaient pas présents dans leur univers original. Donc le vautour était bel et bien dans son univers quoi, il avait pas bougé. Une chose du coup que Across the Spider-Verse a justifié en début de film avec là aussi la présence du vautour, en expliquant tout bonnement que ce qui s'est passé comme conclusion à la fin du premier film a créé un espèce de bordel dans le multivers et que des personnages totalement random dans plusieurs réalités se sont retrouvés comme ça à se téléporter d'un univers à un autre sans qu'on leur ait rien demandé. Si le vautour s'est téléporté dans l'univers de Morbius, eh bien c'est potentiellement à cause de Miles Morales qui a battu le et qui a foutu un gros bordel dans le multivers. Toujours concernant Miguel O'Hara, au moment où il explique notamment le multivers et qu'on voit tout un arbre holographique se déployer, cela fait directement référence selon moi au flux temporel de Loki puisque les deux se ressemblent quand même étrangement. Il explique d'ailleurs que l'araignée vient de la dimension 42, quelque chose repris des comics en référence au baseballeur Jackie Robinson, le premier africain à être dans la ligue LMB, tout comme Miles est le premier Spider-Man noir. D'ailleurs un peu plus tard dans le film, il porte un maillot avec le numéro 42 dessus pour la même référence. Ok, il nous reste 2 gros trucs qui sont sujets à interprétation, n'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Parce que dans le premier film, on remarque que Miles et Aaron Davis sont ensemble pour taguer des murs et s'amuser, et c'est vrai que Miles va taguer quelque chose un petit peu de très triste, il va se peindre en fait en mode solitude avec une énorme ombre noire au milieu de tout un amas de couleurs. Et c'est vrai que quand on regarde le second film et quand on regarde The Spot qui devient tout noir en augmentant ses pouvoirs, c'est vrai que quand on met les deux côte à côte, on se dit peut-être que c'était directement en référence à ça, qu'on avait un petit indice déjà dans le premier film de ce qui allait se passer dans Across the Spider-Verse, d'autant plus que The Spot, la tâche, n'arrête pas de dire dans le film qu'ils se sont créés tous les deux mutuellement. Et dans le même genre, il y a quelque chose qui a beaucoup fait débat sur les réseaux sociaux et j'ai peut-être la réponse. Puisque dans le premier film, le sens de l'araignée de Miles Morales passe du violet vert à rouge et bleu, ce qui laisse penser, comme c'est dit dans le film, que de base, c'était absolument pas prévu qu'il se fasse mordre du coup par une araignée, puisque Miles est une anomalie et que l'araignée ne vient pas forcément de sa dimension. Et le sens de l'araignée, en passant en quelques secondes de violet, vert à rouge et bleu, c'est un petit peu comme si on disait avec des couleurs que sa destinée est passée de « je deviens le rôdeur de mon univers » à « je deviens le Spider-Man de mon univers ». Parce que oui, l'araignée ne lui était pas destinée, il s'est fait mordre, il a piqué peut-être les pouvoirs de quelqu'un d'autre et il n'était jamais censé être Spider-Man ou même rencontrer Spider-Man. Et comme on le voit d'ailleurs un peu plus tard dans l'univers 42, l'araignée s'approche dangereusement de quelqu'un qui ressemble étrangement au Miles de la fin, laissant penser que si dans cet univers Miles est devenu le rôdeur, c'est parce que notre Miles lui a piqué son araignée, ses pouvoirs, sa vie. Du coup, reste à voir comment est-ce que les deux vont se jouer. Est-ce que Miles méchant va reprocher au Miles gentil de lui avoir piqué sa vie, puisqu'après tout, on est vraiment dans une ambiance très chaotique, parce que dans sa réalité, il n'y a vraiment pas de Spider-Man. Donc finalement, le fait qu'il y ait cette anomalie, que l'araignée se retrouve à mordre notre Miles dans une dimension qui n'était peut-être pas forcément la sienne, ça a causé déjà le fait que Miles devienne le rôdeur, potentiellement, mais surtout, ça a causé presque la destruction d'une réalité, puisque personne n'est là pour protéger la ville. Et on le voit, c'est le chaos dehors. Voilà donc en conclusion ce que j'ai décidé de vous garder comme référence, comme easter egg. Alors évidemment, il y en a énormément, des posters dans les chambres, des références de comics, il y a plein de choses, mais voilà, on est quand même sur une grosse vidéo et je voulais vraiment aller vers ce qui est selon moi le plus intéressant et ce qui m'a laissé un petit peu mindfuck dans ma tête, tu vois. Donc n'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'as pensé un petit peu de tout ça, quel est ton historique préféré, celui que t'avais peut-être pas vu ou celui que t'avais peut-être pas interprété comme moi, puisque il y a aussi des interprétations et je vous laisse faire les vôtres concernant voilà les couleurs, du sens de l'araignée, l'ombre notamment de la tâche au moment où il tague les murs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement avec la cloche si ce n'était pas déjà fait, et puis en attendant les dos, prenez soin de vous, faites bien kiffer, des bisous les dos.